J'aimerais bien partir de cette histoire de prince charmant, justement. Le prince charmant, ça vaut pour les femmes, et donc il y a la princesse à conquérir pour les hommes. Et il y a une relation de ces deux êtres, le prince et la princesse. Il y a une relation idéalisée. On éprouverait du désir l'un pour l'autre, sans se connaître, tu vois. On se rencontrerait, on se découvrirait. Il y aurait un désir qui monterait en intensité, une proximité aussi. Et à un moment donné, on tomberait dans les bras l'un de l'autre. On ferait l'amour d'une façon pleine, entière, extraordinaire, qui nous propulserait au fond de l'océan et très haut dans les étoiles. Après cet amour, quoi, après ce sexe, on garderait une trace sous forme de puissance. La princesse n'aurait jamais été aussi belle et désirable, puissante, et le prince charmant n'aurait lui aussi jamais été aussi beau, puissant et désirable. Et donc c'est une façon comme ça de s'unir, principe masculin, féminin, de s'unir le, pour le meilleur, quoi. Bon, pour te raconter ma petite histoire, bah, je fais appel à du culturel et je fais aussi appel à des souvenirs de mon expérience, mais je vais être sélectif, quoi. Tu vois, je vais évacuer pas mal d'actes passés, pas mal de mémoires, et je vais me concentrer sur les mémoires que j'ai et qui correspondent à la version hollywoodienne. Mais c'est pas que Hollywood, tu vois, le prince et la princesse. C'est-à-dire que cette histoire que je te raconte, en fait, elle est vraie. Mais, mais il y a un mais. Très rapidement, les mais dans la relation apparaissent, prennent de la place, etc. Des fois, c'est même au départ. Notre sujet, c'est le sexe, hein. Mais c'est pas possible de parler de sexe sans parler de la relation. Et dont le moment de sexualité n'est qu'une expression de ce qu'est la relation. Et la relation sera teintée, etc. Tu vois, il y a un cercle peut-être virtueux, peut-être vicieux dans la relation entre la sexualité et la relation sexuelle, qui elle va dans toutes les étapes de la vie, quoi. Bon, je te fais pas le détail de tout ce qui peut couaquer, si tu veux, mais rien que dans notre première nuit, la première nuit de sexe, en général, c'est pas du tout la meilleure, c'est plutôt la deuxième ou la troisième qui est extraordinaire. Mais justement, cette première ou deuxième soirée ou je sais pas nuit que je viens de placer, enfin, de foutre sous le tapis en fait, pour n'en garder que le meilleur. En fait, ça peut être intéressant de retourner voir, donc de plonger dans ses propres mémoires, dans son expérience, de retourner voir, mais c'est comment en fait en vrai. Et y compris pour le désir que je peux éprouver demain, de regarder ce désir que je vais éprouver demain à la lumière de ce que je connais déjà et que j'aurais intérêt à regarder avec honnêteté et puis à apprivoiser surtout, quoi. Mais ces deux premières nuits, si tu veux, elles sont faites de peur. En fait, il y a une polarité, peur-excitation. Une aversion qui rend les choses éventuellement difficiles dans le contact, et une excitation qui rend les choses difficiles dans le contact Déborde, aussi. déborde. Mais, mais les deux problématiques sont polarisées. Mais il y a un rapport aux attentes, justement, dans ces peurs et cette Là, excitation. j'étais dans les, voilà, là, j'étais dans les faits. Ouais, ouais. Mais derrière les faits, il y a effectivement tout un existentiel, en fait. Et principalement des attentes. Et un manque de présence à soi aussi, puisque du coup, on est plus avec soi à vouloir trop répondre à des attentes ou à. Quand j'ai peur, je suis pas avec moi. Quand j'ai des attentes, je suis pas avec moi. Quand je suis excité, je suis pas avec moi. Et ni avec l'autre, en fait. Et tu penses pas que tu puisses être avec toi malgré une peur, malgré des attentes? Est-ce que il n'y a pas une démarche à un moment donné où le fait d'avoir peur, c'est là,
mais tu peux être dans une présence Absolument. à cette émotion. Alors, toujours pour faire appel à tout simplement à ma propre expérience, parce que j'ai pas du tout envie de parler en théorie, personnellement, c'est dans la pratique corporelle de yoga et surtout dans la méditation, dans l'assise en silence, dans une pratique véritable, hein, pas dans une idée comme ça, que finalement, les, les ingrédients des relations aux autres êtres humains, en général, et sur le plan du sexe, bah, en particulier, mais pareil, que les choses se voient et donc se travaillent le mieux. C'est-à-dire que avec cette expérience de s'asseoir en silence des temps longs, en général d'une heure, de répéter ça tous les jours, bon, il y a quelque chose que je vais apprendre de fait, c'est l'écart entre ce que je crois qu'il serait bien de faire pour méditer et ce qui se passe vraiment corporellement, énergétiquement, mentalement, psychologiquement, respiratoirement. Tout ça, qui sont la face invisible de l'iceberg de notre présence et qu'on ne connaît pas, eh bien tout ça, assis en silence tous les jours, je vais apprendre à le connaître. Et c'est avec ça, mes peurs, mes croyances, mes attentes et le corps, les os, les muscles, les nerfs et ce mouvement respiratoire qui transforme tout, le sexe fonctionne avec ça, comme, comme tout. Ma présence au monde est d'abord corporelle, expérientielle, faite de mémoire, de peur, d'attente, de désir. Et le meilleur endroit pour apprivoiser tout ça, c'est assis. Assis et ne faisant rien, les ingrédients apparaissent, souvent la personne les découvre et apprend tout simplement à les apprivoiser. Alors, le sexe, c'est-à-dire le fait d'être ensemble physiquement, physiquement ça va pas en fait, justement. Il y a un truc d'accepter d'être ensemble. Dans les stages de néo-tantra, on apprend aux gens à se masser mutuellement en couple, mais encore plus avec des inconnus, tirés au sort. On apprend à se regarder les yeux dans les yeux pendant 1 heure, un sentiment d'étrangeté complètement fou. Il y a des tas d'exercices comme ça qui vont, moi je trouve, malheureusement sauter le pas de l'apprentissage et de l'apprivoisement véritable qui est de s'asseoir seul en silence. Pour moi, tout est là. Et souvent, dans les stages de néo-tantra, on commence par des exercices dans la relation, puis on te dit que la méditation c'est super, mais en fait, il n'y a pas le temps, on ne le fait jamais. Puis en plus, ça emmerderait les gens. Et on est quand même un peu dans l'industrie du tourisme et du développement Faut que ça personnel, si plaise. tu veux. Oui. Alors on a tendance à parler de la méditation, des tantras indiens, de ceci, cela, mais d'une façon complètement hors sol, non pratiquée, si tu veux. Mais ce qu'on pratique, et c'est déjà extraordinaire, je trouve, hein, c'est des structures, donc des jeux. J'aime bien le mot jeu parce qu'il y a le côté joueur, mais le jeu en mécanique, c'est aussi le mouvement. Ouais. Et donc les structures des stages de néo-tantra sauce Osho, hein, c'est de ça que je parle, je ne connais pas autre chose. Mais ça fonctionne comme ça, c'est une forme de pratique de sexothérapie de groupe, avec en principe les cercles d'échange, de paroles, tous ensemble en fin de journée, qui sont essentiels. Avant le repas, 18 h, tout le monde. Non, c'est vrai, c'est important. La sexothérapie de groupe, c'est un truc à 18 h, en cercle, chacun son tour. Bah, tiens, on parlait du systéma. Je te parlais du Mm. systéma. Bah, c'est ce qu'on fait après chaque pratique, Mhm. après chaque journée quand tu es en stage, mais sinon c'est après chaque pratique. Il y a un cercle de parole
pour exprimer ton Mmh. ressenti, tes problématiques, voilà, en quelques mots, et ça rejoint vachement. Oui, c'est l'école de Palo Alto, là, c'est l'école de psychologie expérientielle, quoi, expérimentale de Palo Alto, c'est le truc à l'américaine. C'est intéressant, hein, c'est Oui, c'est très intéressant. ouais. Bon, non, mais blague à part, il y a une forme idéalisée et vraie, amoureuse en fait, comme on pourrait dire fleur bleue. Ma première histoire, je la contiens grave. Moi, je suis une totale victime de ce fleur bleue, malgré toutes les expériences décevantes, forcément, extraordinaires et décevantes, in fine, que j'ai pu avoir dans ma vie amoureuse. Je continue à être pris, et tout à fait volontiers, par cet hollywoodien fleur bleue. C'est génial, c'est vrai. De mon point de vue, en fait, il n'y a que ça de vrai. Mais c'est pas la réalité. Alors, comment on fait? Mmh. Pour moi, le premier élément de réponse, c'est de travailler sa relation au réel, par tous les moyens en fait. Et si possible, en contournant la sexualité de façon à pas crisper quelque chose dans ce lieu qui aurait vraiment besoin de ne pas être un lieu de crispation justement et qu'il l'est déjà. La chose, si tu veux, c'est que dans nos grands jeux existentiels, c'est-à-dire la sexualité, c'est comme la reproduction de l'espèce, et puis c'est l'expression de moi. Il y a la sexualité, il y a mon existence aux yeux des autres, dans le monde, ça pourrait être ma vie professionnelle en tête. Et il y a le rapport à la mort, à la disparition, à la maladie, tu vois. Amour, gloire, beauté. C'est ça, en gros. Là, dans ces trois lieux existentiels. Eh bien, personnellement, j'aurais tendance à laisser amour de côté et à travailler l'expérientiel le plus possible dans les deux autres sphères. Alors la question de la mort, j'adore les sports extrêmes. Il y a un truc qui me vient comme ça, dans les calanques de Marseille, c'est pas un sport extrême, mais peu importe, quoique les plongeons, dans les calanques de Marseille, à 50 mètres du rivage, tu peux avoir 100 mètres sous les pieds. Et c'est noir, c'est froid, là, tu sens une masse froide. Parce que si tu plonges à 2 mètres, il fait hyper froid. On croise des baleines. On croise des baleines à 50 mètres des calanques de Marseille. Tellement que c'est profond. Ce que je raconte est purement physique. Il y a une relation à, comment dire, à la mort. Comme ça, c'est tout simple. Il suffit de s'aller se baigner. Mais si c'est pas là, c'est ailleurs. Je sais pas, moi. Faire du ski, c'est déjà de cet ordre-là. Ou se suspendre par les pieds à une balançoire, tu sais, dans le pli des genoux. Mmh. Faire le cochon pendu. Pourquoi les gamins adorent faire le cochon pendu? Parce qu'on voit le monde à l'envers et il y a un rapport à la mort. Puis il y a beaucoup de sang qui monte à la tête et tout ça. Là, bon, ça, c'est. Pour moi, il faut d'abord faire ça. Faut pas se prendre la tête avec la sexualité de prime abord. Mais vraiment pas. Et travailler sa relation aux autres êtres humains. Euh, j'ai fait pas mal de colonies de vacances enfants. Plus on avance dans l'enfance, plus on se rapproche de l'adolescence et plus la sexualité devient présente. Mais 99% du temps de la colo, en fait, on est en groupe et on travaille les relations entre enfants. C'est tout azimut, si tu veux. Voilà, il y a ça. Alors, on devrait, si on était malin, on devrait comprendre qu'à l'école, toute l'année, il se joue la même chose. Ouais. Et, ouais. Et à la fac, n'en parlons pas. Et dans l'entreprise, tu vois, l'espèce d'évolution idéale de l'être humain actuel, c'est-à-dire un groupe familial, le truc de la société machin, la fac et l'expression dans une entreprise. Bon. Au lieu de traverser ça, pris dans un délire et pas en relation aux autres, tu vois, c'est là que ça commence. Mmh.
Oui, Je, mais quand je, tu es dans ton délire, non, mais la tu... sexualité se joue là. Ouais. Et plutôt que de se prendre la tête avec la sexualité, je trouve que c'est super intéressant d'apprendre à jouer là. Et de découvrir cette étendue immense des relations humaines dans ce cadre-là. Dès que tu joues à ça, mais comme par hasard, tout ce qui est amoureux coule de source. Je fais appel à des souvenirs, tu vois, de quand j'avais une vingtaine d'années. Incroyable. C'est-à-dire que quand dans la sphère existentielle, gloire, dans amour, gloire et beauté, là on est dans gloire. Donc, non, mais c'est important, il ne faut pas nier ça. Quand ça devient fluide et joueur, etc., eh bien, la sphère amour, comme par hasard, se met à fonctionner aussi. Et c'est justement le principe de, comment il s'appelle, le père véritable du néo-tantra, c'est Wilhelm Reich, qui est un psychanalyste allemand qui a quitté l'Allemagne nazie pour les Amériques à la montée du nazisme, et qui est dans les universités américaines, a travaillé justement, c'est ce qui est devenu le néo-tantra d'Osho. Plus tard, Osho, c'est un disciple en fait. Osho, c'est le fameux gourou indien Osho, il n'a rien à voir avec le monde brahmanique indien. C'est un prof de philo de Pune, prof de philo de lycée occidental, tu vois, de philo comme nous on fait, quoi, qui a été très influencé, si tu veux, par le travail de Wilhelm Reich, qui lui avait une théorie sur, c'est comme Freud, si tu veux, la sexualité fait tout, mais Freud, on est dans la sphère du moi, et avec Wilhelm Reich, on est dans la sphère de la société. Wilhelm Reich, c'est pire que Freud, c'est la société sexuelle. Et donc, si tu veux, dans les stages de néo-tantra actuellement, ça n'a aucun rapport avec les tantras de l'Inde. On est vraiment dans quelque chose de tout à fait occidental, et tant mieux. C'est pour ça que je qualifie ça de sexothérapie de groupe. Eh bien, ces structures qui nous sont présentées viennent du travail de Wilhelm Reich pour la plupart. Donc, il est question en société de travailler du parasexuel. Le massage, se toucher, pas se toucher, se parler, pas se parler, se plaire, l'accepter, le refuser. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est une femme de 30 ans et que par tirage au sort, le premier soir du premier jour, il faut se masser nu et on tombe avec Jean-Pierre. Tu vois? Comment je fais quand je suis une jolie fille de 30 balais et que je suis tombé avec Jean-Pierre? Bah, dans ce cadre sécurisé du stage de néo-tantra, il n'y a aucun risque, hein, tout le monde bien sous tout rapport, c'est cadré, on est au Club Med en fait. Eh bien, dans ce cadre sécurisé, je vais pouvoir peut-être trouver un modus operandi, un terrain d'accord avec ce Jean-Pierre, qui a 50 ans, tu vois. Voire plus. Oui, donc si tu veux, là on est vraiment dans le travail de Wilhelm Reich, et que je trouve très intéressant. Alors tu vois, il y a un pôle assis en silence. Je découvre les ingrédients existentiels et mémoires que je contiens, je découvre ce qui constitue moi, et les mémoires sont en mouvement quand elles apparaissent dans le champ mental. Ce pas des mémoires endormies. C'est ça qui est génial. C'est que la mémoire en mouvement qui apparaît dans mon champ mental et qui me fait voir des trucs, qui me fait penser, comme on dit. Et Dieu sait que dans la méditation, on a plein de pensées, beaucoup trop, beaucoup plus que ce qu'on aimerait. Eh bien, il y a un moment extraordinaire pour être avec ces pensées. Il y a un peu une forme d'émerveillement. Tu vois, dans une pratique intelligente de l'assise en silence, il y a une forme d'émerveillement pour ce fonctionnement, mais un peu pathétique, qui est le bien. Eh bien, ça peut m'émerveiller. Quand je parle d'apprivoisement, je parle de ça. Il y a une première étape, de se trouver pathétique, une étape de désillusion qui est fondamentale, parce qu'au moins je me trouve pathétique, mais au moins je commence à être en rapport avec les choses. Mais il y a une deuxième étape qui est l'apprivoisement, qui est, mais en fait, je suis tellement mignon. Oh, tu vois, il y a un côté où on est tellement mignons les humains. Donc il y a ça,
Et après, pour moi, c'est après. Cette façon d'être curieuse, quand tu la conserves dans le groupe, eh ben, tu continues à jouer. Et quand tu te retrouves, bon, je prends toujours l'exemple de la rencontre. Je prends toujours l'exemple de la rencontre amoureuse. Parce que les choses sont plus faciles à voir. Ça se joue là, maintenant. Dans un moment donné, ça se joue. On ne se connaissait pas, on se connaît, hein, il se passe un truc. Bon, et ben, en fait, ce qui serait bien, c'est de conserver cet état d'accueil et de curiosité bienveillante. Bonjour, qui es-tu? Et si on pouvait rester candide, tu vois, si on pouvait jouir déjà de cette candeur ensemble dans un lit, sur ce mode-là, c'est extraordinaire. Là, ça commence bien. Mais en général, c'est pas ce qui se passe. Et on est pris dans le truc, et puis dans les projections, là, enfin, tu vois, je suis pris dans qui je suis d'habitude. C'est pour ça que c'est tellement important de travailler dans le périphérique. À l'instant T, qui est un instant existentiel extraordinaire, s'il y a une telle tension dans le sexe, c'est parce que c'est quand même le lieu de perpétuation de l'espèce avec tous les mêmes, on peut voir les choses comme ça, tous les enjeux pour l'humanité tout entière, dont les femmes sont extrêmement responsables. Nous les hommes, il faut apprendre à se mettre à la place des femmes et à comprendre ce qui se passe pour elles aussi. C'est-à-dire que toi, en tant qu'homme, il faut que tu chopes la plus belle, la plus nanana, ou toutes, ce qui est très, très commun aussi, du genre je les baisse toutes. Et donc tu arrives avec ce délire. Mais les femmes sont souvent les femmes sont les gardiennes de la transmission, dans le sens où elles choisissent l'homme. Et donc il y a une responsabilité de leur choix qui, du point de vue de l'espèce, est super important, quoi. Donc les femmes sont avec ça. Et qui explique le côté j'y vais pas, qui est souvent, même pour les femmes qui y vont à fond, c'est un choix. Si tu veux y aller à fond, c'est le choix. Je m'en fous, j'y vais à fond. Mais derrière le j'y vais à fond, t'inquiète pas qu'il y a le petit moulin du j'y vais pas, qu'on choisit d'ignorer, mais qui est quand même là, qui est quand même là en train de tourner, parce qu'il y a une responsabilité gigantesque. Et donc n'importe quelle femme, sérieux, est porteuse de cet enjeu qui dépasse complètement l'individu et qui est, encore une fois, lié au groupe, quoi. Donc nous, un homme qui est pas intelligent comme un pervers pourrait l'être, mais qui a compris l'importance de ce qui se passe, bah, si tu rejoins la personne dans là où elle est, il y a quelque chose là qui peut être de l'ordre de l'étincelle, quoi. Alors après, il y a des techniques de sexe, mais pareil, il y a un côté malheureux d'en ne pas comprendre pourquoi. La première chose, c'est tout ce qu'on peut apprendre sur les mouvements respiratoires, le pourquoi du comment du mouvement respiratoire dans une pratique corporelle de yoga, de qigong ou de tai chi ou de kung fu, encore mieux. Tout ce qu'on peut apprendre sur je suis là et comment l'énergie circule en moi et comment cette énergie circule en moi parce que ça respire d'une certaine façon est lié à ma relation aux choses. Eh bien, si je transpose cet apprentissage-là dans le sexe, ça va permettre ce moment de yoga, hein, de joindre. Il y a quelque chose de complètement judicieux dans le fait de considérer le sexe exactement à la lumière des enseignements de yoga. Mais carrément. On a intérêt à apprendre à respirer ensemble. Encore une fois, les stages de néo-tantra, quand c'est bien mené,
c'est bien vu. C'est-à-dire s'asseoir ensemble et en contact en se tenant les faces, enfin vraiment en contact. Donc l'homme est assis et la femme l'enserre avec ses jambes et est assise, c'est super dur, hein. C'est très physique. Non, mais il faut être à la fois très souple et d'une stabilité dans le redressement de ouf, quoi. Pour le mec, c'est très physique et la fille, si tu veux, elle peut pas se poser comme un sac, si tu veux. Elle va avoir aussi sa façon de rejoindre. Il y a une façon de se rejoindre dans cet exercice qu'on appelle le yabyum en tibétain, mais qui est très connu dans toute la... Alors là, pour le coup, ça c'est un truc qui vient de la sphère tantrique sexuelle de yoga, mais qui est évident, il suffit de le pratiquer. Si vous voulez, tous ces trucs-là, il suffit de les pratiquer pour comprendre. La méditation, il suffit de s'asseoir 1 heure et voir que c'est complexe. Et le yabyum, c'est pareil. Il suffit de s'asseoir l'un avec l'autre 10 minutes pour voir la complexité de la chose, quoi. Donc il y a quelque chose à travailler de façon extraordinaire là, et ce n'est pas un jeu sexuel. Sérieux, faites-le, vous n'êtes pas du tout sexuel. Très vite, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du yoga et de la méditation, hein, vraiment, avec des tas de problèmes corporels. Mais riche de cette expérience d'avoir appris à respirer ensemble dans la plus grande difficulté finalement, il y a un lien, donc il y a un yoga qui s'est travaillé et qui va s'exprimer quand on sera ensemble dans un lit, évidemment. Et cet ajustement des êtres qui passe par les mouvements respiratoires et le temps, la question du temps. La pratique de méditation, c'est 1 heure. Ouais, bon, le yabyum, c'est compliqué, mais 20 minutes, une demi-heure, c'est bien. Bah, on apprend à être ensemble avec du temps. Carrément. On apprend. Alors, la question de l'excitation, du trop, pas assez, c'est plutôt la question. On est riche d'une expérience qui a été faite, là, pour le coup, en conscience, en général. Alors, c'est vrai que quand on enseigne ça, c'est vraiment. Parce qu'il y a au moins un quart des participants qui n'écoutent pas les consignes et qui font quand même un truc sexuel. C'est très rigolo. Toi, quand tu circules dans les groupes et tout, il y a des personnes qui jouent l'excitation sexuelle quand même. Ok, mais bon, c'est pas le. C'est une façon de s'en sortir, mais c'est-à-dire commencer à bouger, à se frotter, machin. C'est une question de contourner l'exercice, qui consisterait à respirer seulement ensemble, à être ensemble. Et dès que tu joues, genre je me frotte, je m'excite, machin, bah, en fait, ça sert à rien. Donc tu te remets à cultiver ce qui pose problème. Je me frotte, je m'excite. Ouais, enfin, tu t'es pas avec tes difficultés ou Hmm. Ouais, t'es pas avec ce qui se passe. Tu crées un autre film, mais qui est un film problématique. C'est que je me frotte, je m'excite. Tout le monde sait bien que ça pose problème dans le sexe. Parce que c'est pas ça qui se passe en vrai. Pas je me frotte, je m'excite. C'est que la question, c'est d'être ensemble. Donc après, il y a des conseils techniques de lit, de sexe. Il y en a plein si tu veux, mais c'est vraiment pas le plus intéressant, quoi.